Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de webinaires live après quelques épisodes préenregistrés pour cause de summit et de déplacement. Voilà, nous sommes à nouveau en direct depuis nos nouveaux locaux à la Défense. Il fait pas beau aujourd'hui, donc voilà, vous avez bien fait de pas aller à la plage et d'écouter nos webinaires sur IoT, ou peut-être que vous les écoutez depuis la plage. Si c'est le cas pour certains, faites-le nous savoir, on sera jaloux. Au programme aujourd'hui, donc deux webinars sur IoT. Un premier webinar où j'aborderai les deux services IoT d'AWS, donc AWS IoT, le bien nommé, et puis un service plus récent qui a été annoncé à re:Invent l'année dernière et qui est globalement disponible depuis bien 2 semaines environ, qui s'appelle Greengrass. Donc on va couvrir ces deux services d'un point de vue théorique dans le premier webinar, et dans le deuxième webinar, on enchaînera une série de démonstrations IoT avec différents devices, mais on en parlera tout à l'heure. Ok, donc commençons donc par AWS IoT. Donc on va d'abord rappeler très rapidement ce qu'est l'Internet des objets. On va ensuite évoquer quelques projets lancés par nos clients sur AWS, des projets IoT bien sûr. Ensuite on s'intéressera à la plateforme AWS IoT, on parlera de device, on parlera de SDK, on parlera un petit peu du protocole de communication qui est utilisé entre les devices et le gateway qui s'appelle MQTT. Et puis on verra ensuite comment on peut envoyer dans le cloud vers les différents services de stockage AWS, comment on peut envoyer des données qui proviennent de devices. Okay, ensuite on parlera de Greengrass et on répondra ensuite évidemment comme d'habitude à vos questions, avant d'enchaîner donc sur un deuxième webinar qui sera dédié aux démonstrations. Alors parlons rapidement de l'Internet des objets. Qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets? Qu'est-ce que c'est qu'un objet finalement? Un objet, c'est un équipement matériel dont la principale caractéristique est d'avoir peu de ressources. Alors qu'est-ce que ça veut dire peu de ressources? Ça veut dire qu'on parle de quelques dizaines ou quelques centaines de kilooctets de mémoire, on parle d'un processeur peu puissant, on parle de peu, voire pas de stockage local, on parle de connectivité réseau à faible débit, voire intermittente, voire même impossible. Donc vraiment des équipements qui sont petits, qui sont peu puissants et qui ne peuvent pas évidemment exécuter des environnements traditionnels et des OS traditionnels. Le deuxième point important de l'IoT, c'est l'effet masse, le volume de devices qu'on va déployer. On va déployer au sein d'un même projet des milliers, peut-être même des millions d'équipements. Pensez à des compteurs électriques, pensez à des capteurs d'incendie, pensez à des choses comme ça. Vraiment des équipements qu'on va déployer en très très grand nombre. Le point suivant aussi, c'est que ce sont des devices qu'on va placer à différents endroits, parfois difficilement accessibles, hein, des équipements techniques, des compteurs, des capteurs sur des vannes d'eau, des équipements industriels. On va donc les déployer un petit peu partout et on souhaite qu'effectivement ils puissent fonctionner pendant longtemps, voire pendant même des années, sans aucune intervention humaine. Donc il s'agit que ces équipements soient évidemment fiables, autonomes en énergie, etc., etc. Contrairement à un ordinateur ou à un serveur qu'on passe son temps à manipuler. Et bien sûr, la finalité de ces équipements, ça va être de collecter et d'envoyer des données en permanence. Alors certains capteurs effectivement remonteront peut-être une mesure par seconde pendant toute leur vie, d'autres peut-être environ 4 mesures par jour, que sais-je. Mais l'idée c'est vraiment que ces équipements, une fois déployés, selon la période déterminée, remontent des flux de données vers un point de collecte et un point d'analyse central. Ces données-là, traditionnellement, vont être des petites quantités de données. On ne va pas parler de gigaoctets, on va parler de quelques octets, quelques dizaines d'octets à chaque fois, des petits messages peu structurés qui vont remonter. Une fois de plus, pensez à
eh bien un capteur d'incendie ou un capteur de température, peut-être qu'il va remonter toutes les secondes, toutes les 5 secondes, toutes les 10 minutes, eh bien une mesure de température, donc quelque chose de très granulaire, mais qui peut avoir évidemment une importance vitale. Donc le modèle que nos clients déploient finalement, et le modèle de nos services, c'est celui-ci. C'est un modèle où on va avoir des millions ou des dizaines de millions d'équipements partout dans le monde qui vont communiquer entre eux et communiquer vers le cloud en remontant des milliards de messages. Donc on est vraiment à une échelle extrêmement importante. Et bien sûr, le problème de tout ça, ça va être de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Imaginez un capteur capteur de température, un capteur d'incendie qui remonte une donnée presque booléenne, une donnée très très simple. Cette donnée unitaire, elle a peut-être une importance limitée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est soit de chercher à agréger l'ensemble de ces données, soit de chercher les anomalies. Alors ici, il y a une anomalie, voilà, elle ne saute pas aux yeux. Il y a peut-être des milliers, des dizaines de milliers d'équipements qui remontent cette donnée. Comment est-ce qu'on trouve l'aiguille dans la botte de foin? Donc il faut une bonne loupe, et voilà. Et effectivement, là, on voit que sur ce capteur-là, eh bien, on a une anomalie. Alors peut-être c'est une détection d'incendie, peut-être c'est une panne qui est en train de se produire sur un équipement, ou un indicateur avancé qu'une panne va se produire. Et donc vous voyez bien que dans cette masse de données très granulaire, très, très fine, il va falloir avoir les outils qui vont nous permettre de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et comme souvent, lorsqu'on parle de données, lorsqu'on parle de back-end, on aimerait avoir ce magnifique couteau suisse qui permet de tout faire, qui permet de gérer des bases de données relationnelles, SQL, qui permet de faire du NoSQL, qui permet de faire de la recherche full text, qui permet de faire du machine learning, blablabla, qui permet de tout faire. Et malheureusement, eh bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc en termes de back-end, comme en termes de couteau suisse, finalement, les solutions qui viseraient à essayer de tout faire, eh bien, généralement sont peu efficaces lorsqu'on en a vraiment besoin. Donc c'est tout ce couteau suisse qui existe vraiment et qui est disponible sur Amazon, pour l'anecdote. Il est amusant, c'est un très bel outil de collection, mais c'est sûrement pas un très bon tournevis, et c'est sûrement pas une très bonne scie, et c'est sûrement pas une très bonne paire de ciseaux. Donc quand on a vraiment besoin de la bonne paire de ciseaux ou du bon tournevis, eh bien, il vaut mieux avoir un outil qui est spécialisé pour ça. Et finalement, pour le stockage et l'analyse de données, on va avoir le même constat. Donc pour ce qui est de l'analyse des données, du stockage et l'analyse des données IoT, on ne va pas chercher à construire un service qui essaie de tout faire. On va essayer de spécialiser en fonction des cas. On en reparlera tout à l'heure. Alors parlons maintenant de quelques projets IoT qui tournent sur AWS. Alors le premier projet dont je souhaitais vous parler, c'est un projet d'une société que vous connaissez qui s'appelle Philips. Et Philips a une division importante dans le monde de la santé. Ils font beaucoup d'équipements médicaux. Et en particulier ici, ils ont construit une architecture de collecte de données à domicile, donc qui se base sur un gateway qui est déployé chez les patients ou chez les personnes âgées, donc à domicile. Et ce gateway va permettre à tout un tas d'équipements finalement de remonter des données qui peuvent être des données environnementales sur l'environnement du patient, ou qui peuvent être des données vraiment liées à la santé du patient. Ça peut être un capteur cardiaque, ça peut être un bouton d'alerte pour signaler un problème, etc., etc. Et donc ils ont bâti sur AWS IoT toute une solution donc autour du gateway, autour des capteurs, qui ensuite remonte les données collectées vers le cloud AWS, vers les différents services de stockage et d'analyse, pour effectivement prise de décision, et lorsque c'est nécessaire, pour envoyer des alertes vers la famille de la personne ou vers les services médicaux quand c'est nécessaire. Donc voilà un exemple de projet intéressant. Plus d'informations sur les URL que j'ai indiquées. Deuxième projet très différent, c'est une société qui s'appelle John Deere. John Deere, c'est un des leaders mondiaux des équipements agricoles, peut-être un peu moins connu en France, mais très célèbre aux États-Unis. Et donc John Deere fabrique des tracteurs, des semeuses, etc. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire l'IoT là-dedans?
eh bien, ils ont équipé en particulier leurs équipements, leurs semeuses, de plusieurs dizaines de capteurs IoT qui en permanence mesurent l'état du sol, l'humidité, etc., etc. Vont remonter ces informations au cloud pour analyse. Donc on va pouvoir tracer des cartes, on va pouvoir déterminer tout un tas d'informations comme ça très précises, très géolocalisées sur l'état des sols. Et lors des phases de semage, eh bien, on va pouvoir optimiser les opérations, on va pouvoir optimiser l'espacement des semis, on va pouvoir optimiser la profondeur des semis en fonction de l'état du sol. C'est très très technique, je ne vous cache pas que je ne suis pas un spécialiste du domaine. Je vous invite à voir le témoignage de John Deere qui est en ligne, qui explique à Reinvent comment ils ont bâti cette plateforme. Et ce qui est vraiment intéressant, au-delà effectivement de l'optimisation du process agricole, qui est important pour les agriculteurs et les consommateurs, c'est aussi l'émergence d'un nouveau business model pour John Deere, qui passe d'un modèle finalement d'équipementier à un modèle de fournisseur de services, puisque cette plateforme, c'est une plateforme SaaS à laquelle les agriculteurs s'abonnent pour recevoir les informations et optimiser leur semis. Donc c'est vraiment à la fois un projet, on va dire, d'amélioration d'un process, mais c'est aussi un nouveau business pour John Deere qui passe du monde de l'industrie finalement au monde du service. Donc, intéressant pour eux. Dernier projet dont j'avais envie de parler, alors on reste dans les véhicules à 4 roues mais un petit peu différents. Là il s'agit de la série 7 de BMW qui elle aussi est équipée d'un certain nombre de capteurs qui vont permettre de mettre à jour les cartes routières dynamiquement. Donc l'ensemble de la flotte de série 7 collecte des informations sur la route, l'état du trafic, etc. Remonte tout ça au cloud pour analyse et permet à BMW ensuite de republier les cartes mises à jour vers l'ensemble des véhicules. Ce qu'ils appellent Car as a Sensor. Ce qui est intéressant, c'est à la vitesse à laquelle ce service a été déployé. Il a été bâti en 6 mois à peine. Et une fois de plus, je vous renvoie un témoignage de BMW sur notre site pour en savoir plus. Et puis un petit dernier, allez, pour la route. Alors encore un petit véhicule, mais différent cette fois encore. C'est ce fameux aspirateur Roomba que vous connaissez sûrement, qui existe depuis plusieurs années. Mais dans sa dernière version, le Roomba est capable de cartographier votre appartement, votre maison, et il est capable de découvrir et d'interagir avec des devices. Donc vous pourrez imaginer que si le Roomba rentre dans une pièce et se rend compte que la lumière est allumée alors que manifestement personne n'est là, il pourrait éteindre la lumière, ou au contraire, il pourrait décider d'allumer la lumière lorsqu'il sait que vous allez rentrer à la maison, etc. etc. Donc un projet assez intéressant, au-delà de l'aspect cartographie pure, on a aussi la capacité à progressivement intégrer des devices supplémentaires et à construire des projets de domotique qui peuvent être assez intéressants. Alors il y en a plein d'autres, je ne voulais pas en citer trop, mais on a aussi Thermomix dans le monde de la cuisine. On a nos amis de Soitec à Grenoble qu'on salue, qui ont construit un équipement IoT intégré sur leur chaîne de production pour remplacer un équipement extrêmement coûteux et complexe d'un de leurs fournisseurs. Et puis on a d'autres projets industriels chez SPS ou Siemens, Veolia en France dans le monde de l'eau. Et puis bien sûr Amazon Retail avec les fameux Dash Buttons que vous pouvez désormais acheter pour commander en un clic les produits du quotidien. Et on reparlera d'IoT Button tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez des applications très différentes dans des mondes très différents, que ce soit du retail, que ce soit de l'industrie, que ce soit le monde de l'énergie. Vraiment, on voit une très belle adoption de l'IoT chez nos clients et avec de vrais projets. Alors parlons de la plateforme IoT. Donc la plateforme IoT, c'est avant tout la capacité à connecter des équipements vers une passerelle. Donc on va avoir un ensemble de SDK que vous allez installer sur vos équipements et qui vont donc permettre à ces équipements de dialoguer, d'envoyer et de recevoir des messages vers une passerelle qui est hébergée dans le cloud AWS.
Évidemment, la sécurité est toujours notre première priorité, que ce soit dans le cloud ou évidemment dans l'IoT. Et tous ces devices devront posséder une identité, devront posséder un certificat, devront posséder une policy IAM, etc., etc., pour pouvoir communiquer en toute sécurité. Donc toutes les communications sont authentifiées et chiffrées, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment la partie communication, et ça va permettre aux devices de communiquer entre eux. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le point qui sans doute va nous intéresser le plus, c'est la capacité à remonter des données vers le cloud AWS. Et donc pour ça, on va utiliser un moteur de règles qui va en permanence analyser les messages qui arrivent sur le gateway, et en fonction de règles que vous allez définir, on verra tout à l'heure comment, eh bien vous pourrez envoyer les messages vers l'un de nos services, ça pourrait être S3, ça pourrait être Lambda, on verra tout à l'heure, ou vers une API tierce. Et puis dernière fonctionnalité qui est intéressante, c'est le Device Shadow. Donc le Device Shadow, c'est une image dans le cloud de votre device qui va permettre à des applications d'interagir avec votre device même s'il est éteint ou même s'il ne dispose pas de connectivité réseau. Donc ça, c'est un des grands problèmes de l'IoT, c'est qu'on peut avoir une connectivité intermittente pour tout un tas de raisons. Mais d'un point de vue applicatif, c'est quelque chose qui est délicat à gérer. Une application ici n'aura pas à se poser de questions. Elle interagira avec le device shadow. Et si le device est connecté, eh bien, il lira l'état de ce shadow et il l'appliquera. S'il n'est pas connecté, eh bien, lors de la reconnexion suivante, il pourra lire l'état du shadow et il décidera ou pas, en fonction de règles que vous définirez, d'appliquer l'état. Okay, donc ça permet vraiment de séparer, de découpler les applications web, mobile, etc., a priori toujours connectées, du monde de l'IoT qui, lui, pour plein de raisons, peut être déconnecté. Et bien sûr, comme d'habitude avec AWS, tout ça est pilotable et configurable avec des API. Le prix d'AWS IoT est plutôt simple, donc on facture par million de messages. Donc on compte les messages entrants et les messages sortants. Un message, c'est au maximum 512 octets. Et donc, en fonction des régions, on va de 5 à 8 $ par million de messages. Notez bien que vous pouvez utiliser le free tier, donc le niveau d'usage gratuit. Sur AWS IoT, vous avez 250 000 messages gratuits par mois pendant 12 mois. Okay, donc ça permet largement de tester. C'est un service qui est quand même globalement assez économique. Alors, rentrons un petit peu dans les détails maintenant. Les devices, nous en proposons toute une liste. Donc vous trouverez sur le site d'Amazon la liste des starter kits officiels, donc validés avec nos partenaires hardware, donc équipements qui marcheront directement et sans difficulté avec AWS IoT. Voilà, bien sûr, cette liste n'est pas restrictive. On dispose d'un ensemble de SDK que vous pourrez installer sur d'autres équipements. Donc on a par exemple un SDK pour Arduino Yun, qui est une petite plateforme matérielle que j'utiliserai dans une démo tout à l'heure. Et puis ensuite on a des SDK strictement logiciels comme JavaScript, du C, de l'Android, de l'iOS, et depuis un an maintenant on a rajouté Java et Python. Donc à partir du moment où vous avez un device qui est capable d'exécuter un de ces environnements-là, si vous avez un petit Linux embarqué, que vous pouvez faire du Node.js ou du Python, eh bien ça suffit. Vous pourrez vous connecter à IoT. Et pour les équipements un peu plus contraints, à ce moment-là, le SDK en C est sûrement plus adapté. On l'a vu tout à l'heure, il est important que les devices aient une identité et soient connus du gateway. Donc on a cette registry qui va contenir de manière déclarative finalement l'ensemble des things, l'ensemble des objets qui ont le droit de communiquer avec le gateway. Il faudra créer un certificat, et c'est une étape obligatoire pour chaque objet, afin de lui donner une identité. Il faudra lui créer une paire de clés qui permettront de sécuriser les communications. Et puis il faudra créer une policy IAM qui autorisera l'objet à se connecter au gateway, à publier ou recevoir des messages dans tel ou tel fil de messages, et le cas échéant à accéder à d'autres services. Okay, donc on retrouve finalement les concepts habituels d'AWS dans IoT. Pas de compromis sur la sécurité.
Une fois que ces devices sont connectés, ils vont pouvoir dialoguer avec le gateway. Et on va utiliser un protocole qui s'appelle MQTT. Alors de fait, on va supporter 3 modes de communication. Alors MQTT sur HTTPS, MQTT sur WebSocket, ou HTTPS nativement, mais uniquement en mode publication, c'est-à-dire uniquement en envoi de messages vers le gateway. Okay. MQTT, c'est un protocole industriel qui existe depuis longtemps maintenant, qui est standard, et donc qui a été implémenté par AWS. L'avantage de ce protocole, c'est qu'il est extrêmement léger par rapport notamment à HTTPS, en termes de débit, en termes de consommation d'énergie, en termes d'utilisation de la bande passante. Il est beaucoup plus efficace qu'HTTPS. Et donc par conséquent, il est bien adapté pour des petits équipements peu puissants, sur lesquels on a envie de préserver la batterie et sur lesquels on a envie également de préserver la bande passante, qui peut être intermittente ou coûteuse. Voilà. Bref, on a envie de faire attention à ça. Okay, donc MQTT est un bon choix pour ces environnements. Le mode de fonctionnement de MQTT, c'est du publish-subscribe sur des fils de messages qu'on va appeler des topics. Alors, voici quelques exemples. On pourrait imaginer qu'un device envoie une alerte au gateway à destination d'un autre device. Imaginons par exemple un capteur de température qui envoie une alerte à une alarme, par exemple. On pourrait avoir un message qui part d'un device jusqu'au gateway pour atteindre une application, donc voilà, une publication d'informations vers une appli, ici une appli mobile qui pourrait être directement connectée sur le gateway. Ce scénario également paraît assez intéressant, où on aurait l'agrégation de messages venant de différents devices, données qu'on publierait ensuite par exemple dans DynamoDB pour que des applications mobiles ou web consultent ces informations, fassent des statistiques, etc., etc. On pourrait aussi imaginer de faire l'opération dans l'autre sens. On pourrait par exemple configurer un device. Donc on pourrait avoir une application de configuration qui publie un message destiné à un device afin de, pourquoi pas, lire son statut ou changer un paramètre de configuration. Voilà, on peut évidemment communiquer dans les deux sens. En termes de fiabilité, il y a 2 modes de fonctionnement dans MQTT. Donc un qui s'appelle QoS 0, donc Quality of Service 0, où on va garantir finalement peu de choses. Si un message est perdu, eh bien il est perdu. Donc un message est délivré 0 ou une fois, il n'y a pas de retransmission. C'est un paramètre que vous pourrez positionner lorsque vous établissez la communication. On a un deuxième mode QoS 1 où là on va gérer les erreurs. Donc on va acquitter chaque message, et évidemment lorsqu'un message est publié et perdu, aucun acquittement ne sera reçu par l'émetteur et il réémettra ensuite son message. Donc là on a une fiabilité. Gardez bien à l'esprit qu'on double le nombre de messages, donc en termes de facturation, ça fait 2 fois plus de messages échangés, mais c'est le prix de la fiabilité. Alors il y a un troisième mode qui est défini dans le standard MQTT qui s'appelle QoS 2, qui est Exactly Once, où on garantit qu'un message n'est jamais il est reçu une fois et une seule, donc pas plus d'une fois et pas moins d'une fois. Néanmoins, à cette heure, il n'est pas supporté par la plateforme AWS IoT. Donc vous avez le choix entre pas de fiabilité ou une fiabilité avec, dans certains cas, peut-être la possibilité que le message soit reçu 2 fois. Alors, voyons maintenant comment dépasser finalement la frontière du gateway pour envoyer les données dans le cloud. Je l'ai mentionné tout à l'heure, pour faire ça, on va définir des règles qui vont être paramétrées donc, dans un moteur de règles. Donc, le principe est assez simple. Les messages arrivent sur le gateway, ils sont analysés par le moteur de règles, en fonction des règles que vous avez définies. Et ces règles, si elles sont effectivement validées, si la règle effectivement match un ou plusieurs messages que vous avez envoyés au gateway, eh bien la règle va enchaîner sur une action. Donc cette action, ça va être d'envoyer le message à l'un des back-ends. Donc on a une intégration directe avec différents back-ends que vous voyez ici.
S3, Dynamo, etc. Et Amazon Machine Learning, ce qui permet par exemple d'appeler Amazon Machine Learning à partir du moteur de règles pour faire une prédiction. C'est un sujet assez intéressant. Et puis, bon, dans le cas d'autres back-ends, comme RDS Glacier, là, on a une intégration indirecte où il faut passer par Lambda ou par S3 avant d'atteindre ces services. Et évidemment, comme on peut atteindre Lambda et SNS de manière directe, eh bien, finalement, tout ce que vous pouvez brancher derrière Lambda ou SNS peut devenir une cible pour les messages. Donc, vous pourriez utiliser une fonction Lambda pour appeler une API tierce ou utiliser SNS pour publier une notification dans une file de messages qui va ensuite être lue par une instance EC2, etc. etc. Enfin, après, on retombe dans le modèle classique d'AWS. Alors, ce qui est appréciable avec ce moteur de règles, c'est que en fait, les règles, vous allez les écrire en SQL standard. En fait, une règle, ça va être faire un select sur un topic MQTT. On verra des exemples tout à l'heure. Vous allez utiliser la syntaxe SQL pour chercher finalement du contenu à l'intérieur des messages présents dans un topic. Et un peu comme dans une base de données, où effectivement quand le select correspond à des lignes de la table, eh bien, la base de données vous retourne une liste de lignes. Eh bien, ici, c'est pareil, vous allez pouvoir récupérer un message, une sous-partie d'un message, qui correspond à la règle SQL que vous aurez définie. Alors, il y a du SQL et puis il y a pas mal de fonctions complémentaires autour de ça pour faire des opérations un petit peu plus compliquées, des opérations mathématiques, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça reste du SQL standard. Et donc, concrètement, on en verra un exemple dans le deuxième webinar avec les démos. On peut imaginer un cas où effectivement on appuie sur un bouton, donc un bouton IoT qui a été connecté au gateway au travers d'un SDK, d'une clé, d'un certificat, etc. Le message donc, va être envoyé au gateway IoT. Et puis on va avoir une règle. Alors une règle ici qui est une règle toute simple, vous voyez, on fait select étoile from IoT button slash, donc en gros on va sélectionner tous les messages qui arrivent sur le topic du bouton, donc il n'y a pas de close where, ici on filtre rien, mais on pourrait tout à fait dire on veut les messages qui contiennent un champ précis ou une valeur précise. Okay, et c'est une fois de plus en SQL standard. Donc tous les messages qui vont matcher cette règle, donc ici tous les messages, vont être passés à une fonction lambda qui ensuite peut faire ce qu'elle a envie de faire avec. Elle peut les écrire dans Dynamo, dans S3, les publier dans SNS, etc., etc. Donc c'est vraiment une façon hyper simple de connecter deux mondes qui sont très différents. Le monde de l'IoT qui est un monde plutôt embarqué, un monde plutôt assez spécial, et puis finalement le monde de l'IT traditionnel où on récupère des données, on les écrit dans un back-end, et puis ensuite, on les traite, on les manipule. Et on n'est plus dans le monde de l'IoT, on est dans le monde de la data, on est dans le monde de l'IT traditionnel. Et tout ça grâce au moteur de règles. Okay, donc voilà un panorama un petit peu large d'IoT. Je vous propose maintenant de passer sur Greengrass. Je bascule. Hop, voilà, c'est reparti. Donc on a vu avec IoT finalement qu'il est assez aisé de connecter ces petits équipements au cloud. Et bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais pour avoir travaillé pendant des années dans le monde de l'embarqué, jamais j'aurais rêvé finalement de pouvoir aussi facilement prendre des petits équipements, des petits devices. Voilà, j'ai un bouton IoT ici, je ne sais pas si on le voit à l'écran, on en verra d'autres tout à l'heure. De prendre des petits équipements comme ça et en quelques lignes de code, en quelques appels d'API, d'être capable de remonter leurs données vers un back-end et de faire du machine learning, etc. etc. Donc super, j'espère que ça vous plaît. Néanmoins, il reste quand même un certain nombre de sujets à traiter. Et c'est l'objectif de Greengrass. Le fait est que la plus grande partie des données générées par des équipements n'atteint jamais le cloud. Et pour ça, il y a un certain nombre de raisons. Il y a une raison qui est toute simple, c'est que déjà, il y a tout un tas d'équipements qui ne sont pas connectés au cloud.
des équipements qui, pour des raisons techniques, ou des raisons de sécurité, ou des raisons de coût, ne sont pas connectés. Et pourtant, ils collectent de la data qui est peut-être analysée localement, mais qui ne remonte pas facilement au cloud. Il peut y avoir aussi des équipements qui sont dans des environnements extrêmement hostiles, ou en tout cas extrêmement isolés. Pensez à une mine en plein désert, ou effectivement à des cas extraterrestres au sens premier du terme. Pensez à un robot martien ou un robot lunaire, ou ce genre d'environnement où si on envoie des robots dans l'espace, c'est évidemment pour collecter de la donnée. Maintenant, ramener la donnée sur Terre, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué, c'est long et c'est surtout extrêmement coûteux. Et donc, la plateforme AWS IoT telle qu'on l'a présentée tout à l'heure ne répond pas à ces sujets-là. La plateforme IoT, elle fonctionne, elle permet aux équipements de collecter de la donnée et de la remonter lorsqu'ils sont connectés. Mais si jamais ils ne sont pas connectés, ils ne pourront pas publier ou recevoir de messages, ça échouera jusqu'à ce que la connexion revienne. Et c'est vraiment ce sujet-là que Greengrass essaie de résoudre. Et ce problème va rester. Il ne s'agit pas de se dire oui, non mais ok, c'est un problème temporaire et puis dans quelques années ce problème sera réglé. Il y a un problème, effectivement, il y a les lois de la physique qui font que si vous avez déployé des équipements en Antarctique ou en plein milieu du Sahara, ça sera toujours loin et ça sera toujours compliqué d'atteindre le data center le plus proche ou la région AWS la plus proche. Donc il y aura toujours une distance, il y aura toujours la vitesse de la lumière et ça sera toujours problématique d'amener en temps réel ou de manière fiable des données vers un data center. Et puis même si c'est possible, il y a une raison de coût. Il y a un facteur coût aussi, c'est que peut-être vous êtes en Antarctique ou au milieu du Sahara et vous avez un lien satellite. Ce lien satellite, il vous coûte cher et vous n'avez pas envie forcément de l'utiliser pour remonter de la donnée brute en permanence. Peut-être que vous avez envie de l'utiliser de manière économique, de manière intermittente, en ne remontant que des données agrégées. Et puis, il peut y avoir une raison de privacy, évidemment, qui est de se dire la donnée brute, elle ne doit pas quitter le territoire, le pays où elle a été générée. Donc, il n'est pas question qu'elle soit remontée à un data center ou à une région distante. Donc, on veut travailler localement et on veut ne remonter que des données agrégées, par exemple. Et c'est vraiment ça, une fois de plus, que Greengrass essaie de faire. Donc, on a parlé d'IoT tout à l'heure. Il y a vraiment 3 parties dans l'IoT. Il y a la partie, on va dire, device, le capteur. Il y a la partie cloud, donc remonter des données vers le cloud, les stocker, les calculer. Et puis ensuite, il y a la partie, on va dire, analyse et utilisation, exploitation de cette donnée. Donc on a parlé il y a quelques instants de la partie IoT qui reste tout à fait valable. On a toujours ce gateway, on a toujours cette plateforme hébergée dans les différentes régions AWS, mais on a envie maintenant finalement de pouvoir mener des projets IoT, j'ai envie de dire presque indépendamment du cloud, en étant à la frontière du cloud et en ayant la capacité finalement, même sans connexion réseau ou avec une connexion extrêmement intermittente, on a envie de pouvoir traiter des données, de pouvoir les stocker, de pouvoir les agréger. Et ça, c'est Greengrass. Donc Greengrass, c'est finalement amener à la frontière de l'IoT, vraiment là où les devices sont déployés, amener la capacité à stocker et à traiter des données localement, permettre aux devices de communiquer entre eux localement sans avoir à passer par un cloud qui peut être à des milliers de kilomètres de là et qui peut être une fois de plus indisponible parce que votre bande passante est limitée ou en panne ou quelles qu'en soient les raisons. Donc Greengrass, c'est vraiment étendre la capacité de vos équipements, ne plus les concevoir juste comme des capteurs un peu passifs qui ensuite communiquent vers un cloud pour stocker de la donnée. C'est vraiment la capacité à communiquer localement, stocker de la donnée localement, traiter de la donnée localement. Donc c'est un service qui a été annoncé à re:Invent l'année dernière et qui est disponible dans les 4 régions indiquées ici depuis bien une dizaine de jours maintenant. Donc c'est très frais. Donc les objectifs de Greengrass, c'est
permettre au device de réagir localement aux données. Si un capteur capte une donnée, c'est évidemment un peu dommage de dire bon, on va l'envoyer au cloud, et puis on va l'envoyer dans un back-end, et puis il y a un modèle qui va tourner, et puis on va décider s'il y a une alerte ou pas, et puis s'il y a une alerte, on va renvoyer un message, etc. Là, on veut que les devices finalement soient autonomes et puissent traiter localement leurs données et y répondre plus rapidement sur le terrain. Le deuxième point, c'est qu'ils doivent être capables d'opérer en étant déconnectés, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Vous n'avez pas de connectivité réseau, ok, vos devices, ils peuvent communiquer entre eux, ils peuvent travailler, ils peuvent agir et stocker la donnée qu'ils collectent. Le troisième point, c'est de simplifier la programmation des équipements. On va voir qu'en utilisant le modèle lambda, eh bien, on va adopter le même modèle de programmation sur les équipements que dans le cloud, donc c'est une façon assez sympa de travailler. Et puis le quatrième point, c'est de réduire le coût des applications IoT, dans la mesure où vous pourrez réduire fortement l'utilisation de la bande passante nécessaire entre vos devices et le cloud. Vous pourrez même l'éteindre dans la plupart des cas, et peut-être même longtemps. Et donc vous n'aurez plus besoin de bande passante, ce qui, comme je disais tout à l'heure, peut être essentiel lorsqu'on est dans des endroits extrêmement isolés, où la bande passante satellite, par exemple, peut être extrêmement chère. Alors quelques exemples. Alors ici, ce que vous voyez, c'est une vue aérienne d'une mine opérée par Rio Tinto, qui se trouve dans la ville de Boron en Californie. Et donc cette mine qui est gigantesque, on ne se rend pas compte de l'échelle, ici on ne voit pas trop, mais c'est une mine absolument titanesque. Elle est parcourue à longueur de journée par des camions. Vous avez sûrement déjà vu ça. Donc les camions qui sont énormes, qui font plusieurs étages de haut, c'est vraiment des mastodontes, pour aller transporter le minerai du site d'extraction au site de stockage et de traitement, etc. Et l'une des problématiques de Rio Tinto, c'est de connaître l'état des routes, parce qu'évidemment ces camions, ils pèsent des dizaines de tonnes, peut-être même beaucoup plus que ça. Ils sont coûteux à entretenir, et lorsqu'ils circulent sur des routes qui sont dégradées, d'une part, il y a évidemment un risque de sécurité, il y a des délais qui peuvent se produire, et puis il y a de l'usure supplémentaire sur les pneus, sur le camion lui-même, et tout ça, c'est des coûts pour l'exploitant. Et donc, vraiment connaître l'état des routes, l'état des chemins dans la mine, c'est un point vraiment essentiel pour eux. Donc avant, ils faisaient des reconnaissances, ils avaient des patrouilles, etc. etc. Mais bon, on imagine bien que c'est pas temps réel, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des délais, etc. Et donc pour régler ce problème, ils ont installé sur leur camion des équipements IoT fabriqués par Intel, donc qui collectent en permanence, au travers de capteurs de vibration notamment, qui collectent l'état de la route et qui agrègent tout ça. Et lorsque les camions sont en mesure de communiquer, eh bien, ces données-là, les données agrégées, sont remontées par chaque camion vers une plateforme centrale qui permet de mettre à jour cette carte. Donc si jamais le camion circule dans une zone où la réception est mauvaise, eh bien c'est pas grave, on stocke les données, on les agrège, et quand la connectivité revient, eh bien on est capable de publier ces données vers le cloud et de mettre à jour cette carte. Donc voilà un exemple de collecte sur des équipements industriels pour Greengrass. Alors un deuxième exemple, on reste toujours dans l'équipement lourd, c'est Stanley Black & Decker, donc vous connaissez bien sûr ces marques qui font des outils. Alors, ils font des outils grand public, mais ils font aussi évidemment des outils industriels. Et l'un de leurs problèmes, c'est d'être capable de prédire les pannes des équipements. Donc sur ces gros équipements, pour les gros chantiers, évidemment, si l'équipement tombe en panne, le chantier peut être ralenti, voire stoppé. Et donc là aussi, ils ont installé des capteurs de vibration, des capteurs sur les moteurs de ces gros équipements, afin de détecter de manière préventive une panne future, ce qui permet de faire intervenir un technicien pour réparer ou remplacer l'équipement avant que celui-là soit en panne et potentiellement paralyse le chantier. Donc un exemple de maintenance prédictive qui est basé sur l'analyse de données historiques et du machine learning. Donc très intéressant. Et puis dernier exemple de clients qui utilisent Greengrass, Technicolor. En Technicolor, ils font plein de choses, mais ils font notamment des set-top box, des équipements, des routeurs Wi-Fi, des box Wi-Fi, et ils utilisent Greengrass pour publier sur ces équipements donc des fonctions lambda, on va voir ça dans 5 minutes,
Et ces fonctions lambda en fait vont faire du diagnostic et vont sur les problèmes de connectivité Wi-Fi et vont corriger de manière automatique les erreurs de configuration que l'utilisateur aurait pu commettre. Et donc ça leur permet évidemment d'économiser énormément d'appels au support en diagnostiquant automatiquement et en réglant automatiquement ces problèmes de configuration. Et puis bien sûr ça permet aux clients finaux d'avoir un équipement qui marche. Et périodiquement ils sont capables de mettre à jour donc, le code de ces fonctions sur leur box pour détecter de nouveaux scénarios de panne. Donc voilà, intéressant. Donner de l'intelligence finalement et de l'autonomie à ces équipements grand public au travers de Greengrass. Alors voyons un peu quels sont les composants de Greengrass. Alors le centre, le cœur de Greengrass, c'est ce qu'on appelle le Greengrass Core. Donc ça va être un logiciel finalement qu'on va installer soit sur un des équipements s'il est suffisamment puissant, soit sur un équipement dédié, et qui finalement va être le responsable, va être le chef d'orchestre de votre déploiement Greengrass. Okay, donc c'est lui qui va servir de passerelle locale pour la communication, pour les device shadows, pour la sécurité. C'est lui qui va exécuter les fonctions lambda que vous allez déployer. Et lorsque la connexion est disponible, c'est lui qui va interagir avec le cloud pour synchroniser l'état des devices locaux avec le cloud. Okay, donc c'est une installation à faire, c'est une librairie, un ensemble d'outils à installer localement sur un équipement afin de créer la communauté des équipements locaux et de piloter le dialogue avec le cloud. Donc ce corps nécessite un peu de ressources matérielles, mais vous voyez, on ne parle pas de choses énormes. Si vous avez un cœur à 1 GHz et 128 MB de RAM, et une plateforme Linux, finalement un petit Linux embarqué, ça suffit. Vous pouvez parfaitement l'installer sur un Raspberry Pi par exemple. Ça marche tout à fait bien. D'autant plus qu'on supporte x86 et ARM, donc ce qui est parfait. Donc voilà, on n'est effectivement pas sur un micro-device, on ne peut pas installer le cœur sur un capteur d'incendie, on est bien d'accord. Mais sur quelque chose comme un Pi, voire même un peu plus petit qu'un Pi, ça va fonctionner. D'accord ? Donc ça, c'est l'installation du cœur. Ensuite, autour de ce cœur, vous allez avoir des devices qui vont utiliser le SDK IoT pour interagir avec le cœur, okay, via le réseau local. Donc là, ce SDK, aujourd'hui il est disponible en C++ uniquement, on rajoutera d'autres langages, d'autres environnements prochainement. Une fois de plus, il va servir à chaque device à communiquer avec le cœur et à obtenir les fonctionnalités de Greengrass, l'exécution lambda, la communication locale, etc., etc. Alors ce device, il peut être petit, effectivement, ça peut être un tout petit équipement, comme ça peut être quelque chose de gros, ça peut être une éolienne ou ce que vous voulez. Simplement, le poids de ce SDK est assez faible, et finalement, l'ensemble des fonctionnalités complexes vont être gérées par le cœur. On peut simplifier ainsi l'accès de ces devices aux fonctionnalités de Greengrass. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont pouvoir dialoguer localement. On va définir un groupe Greengrass, donc qui va contenir donc un cœur et puis un ensemble de devices utilisant le SDK Greengrass pour s'échanger des messages, communiquer entre eux et exécuter des fonctions. Donc finalement, c'est un peu le même modèle qu'avec AWS IoT, la différence étant que cette fois, au lieu d'être obligé d'atteindre un gateway qui est déployé dans une région AWS, vous dialoguez avec un cœur qui est local, qui est installé au plus près de vos équipements, et donc il vous suffit d'avoir une connectivité locale entre ces équipements, qui peut être du Wi-Fi ou de la radio ou quelque chose comme ça, mais en tout cas qui est vraiment local à votre déploiement. Et puis ensuite, le cœur, lui, va, lorsque c'est possible, lorsque la connectivité est présente, il va se synchroniser avec AWS IoT pour mettre à jour les devices quand c'est nécessaire, mettre à jour les shadows quand c'est nécessaire, etc. etc. Okay. Donc, rentrons un peu plus en détail dans les fonctionnalités.
Donc Greengrass, c'est essentiellement 4 choses. C'est donc la capacité à communiquer localement. D'accord, donc ça s'appelle le local broker. Donc finalement, c'est une fonctionnalité identique à celle du gateway d'AWS IoT, mais local, okay, avec les mêmes fonctionnalités de sécurité. Donc toujours la même attention à apporter à la sécurité, la déclaration des devices, l'authentification des devices, etc. etc. C'est pas parce qu'on est local qu'on ne fait plus attention à la sécurité. Des devices shadow locaux. Donc là aussi, on projette finalement vers les devices une fonctionnalité qui était uniquement réservée au cloud pour l'instant. Et puis surtout, vraiment la grosse nouveauté, c'est la capacité d'exécuter des fonctions lambda localement. Donc le lambda, donc le service lambda, on a eu l'occasion déjà d'en parler. Donc c'est un service qui vous permet d'exécuter des fonctions dans différents langages au sein du cloud AWS sans avoir à provisionner, à gérer, à scaler la moindre infrastructure. Vous déployez votre fonction et c'est tout. Et puis ensuite, à l'invocation, elle est appelée. Et si jamais il en faut 100 en parallèle, eh bien, le service lambda va créer autant de ressources que nécessaire de manière transparente pour que vous exécutiez vos fonctions. Donc ça, c'était dans le cloud, on en a déjà parlé. Je vous renvoie au webinaire sur le serverless qu'on a animé il y a quelques mois. Mais la grosse nouveauté de Greengrass, c'est qu'on va pouvoir déployer localement sur nos équipements, sur le cœur, en fait, sur le cœur Greengrass, on va pouvoir déployer des fonctions lambda qu'on a développées dans le cloud. L'objectif étant que on va permettre aux devices d'exécuter ces fonctions lambda localement. On va leur permettre de recevoir des datas provenant de ces fonctions lambda, etc. Même si on n'a pas de connectivité vers le cloud. Donc c'est vraiment un gros changement de modèle par rapport à ce qu'on connaissait avant. Alors à l'heure actuelle, pour Greengrass, on ne supporte que Python 2.7. Vous savez que dans le Lambda, la version cloud de Lambda, on a Node.js, on a Java, on a Python 2, Python 3 et C#. Donc pour l'instant dans Greengrass, c'est uniquement Python 2.7. Et donc on va pouvoir, via le messaging MQTT finalement, on va pouvoir invoquer des fonctions lambda qui sont stockées localement sur le cœur. Okay. Donc ça donne plein d'idées. Évidemment, on peut faire, ça permet, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, de fonctionner de manière isolée. Même s'il n'y a pas de connectivité réseau, on peut continuer à faire nos traitements. Le code est déployé sur le cœur. Les devices peuvent appeler les fonctions. Donc vous fonctionnez, vous prenez vos données brutes, vous pouvez les continuer à les traiter, vous pouvez les filtrer, vous pouvez les agréger. Et puis vous pouvez remonter les données agrégées vers le cloud, okay, ce qui permet de réduire de manière massive la quantité de données qui sont remontées, et donc ce qui devient compatible avec une bande passante, intermittente ou très coûteuse. Voilà, on peut imaginer plein de scénarios comme ça. La capacité pour ces devices à traiter localement la donnée, évidemment ça ouvre plein de sujets. Alors on va pouvoir travailler avec les device shadows comme on faisait tout à l'heure. On va pouvoir les synchroniser avec le cloud quand la connectivité est là, sinon ils seront locaux. Et donc ça permettra là aussi à des applications, y compris des applications locales, de se connecter au shadow et de lire ou d'écrire l'état d'un device, même s'il est éteint ou indisponible à l'instant T. Voilà, là aussi on va retrouver les cas habituels, les cas que je mentionnais tout à l'heure de configuration, les cas de gestion de l'état, etc., etc. Le messaging, donc ça c'est sans doute un peu plus simple à comprendre. Donc on l'a bien compris, on passe plus par le cloud pour communiquer, on passe par le cœur Greengrass, exactement avec le même mécanisme, donc de manière vraiment transparente. On va continuer à publier et à s'abonner à des fils de messages, à des topics MQTT pour communiquer. Okay. Voilà, quitte à effectivement de temps en temps parler au cloud quand on en a besoin, mais en tout cas on peut continuer à travailler très localement. La sécurité, bon, pas grand chose à ajouter, comme tout à l'heure, authentification mutuelle, qu'elle soit locale ou qu'elle soit vers le cloud, les certificats, etc., etc.
Donc pas de différence sur la sécurité. Le prix, alors il y a un niveau d'usage gratuit lorsque vous avez jusqu'à 3 devices. Ensuite, jusqu'à 10 000 devices, alors vous pouvez payer soit par mois, et les prix sont un petit peu différents en fonction des régions. Il y a une petite nuance, mais ça doit être le prix de US East One. Si vous payez à l'année, vous avez un discount. C'est un peu comme les instances réservées. Donc on a des devices réservés un peu pour les abonnements à l'année. Et puis au-delà de 10 000 devices, n'hésitez pas à nous parler. Je pense que les prix peuvent être flexibles. Quelques liens supplémentaires pour découvrir IoT et aller plus loin. Alors 2 white papers en particulier que je vous conseille très très fortement. Un premier très général sur IoT, comment bien mener ces projets IoT, quels sont les points importants. Un deuxième sur les options Big Data. Hein. J'ai parlé tout à l'heure du fameux couteau suisse. Donc vous ne faites pas avoir, il n'y a pas de couteau suisse Big Data. C'était pas vrai dans le monde de l'IT, c'est pas vrai dans le monde de l'IoT. Donc vous avez besoin d'avoir une palette de services différents pour l'analytics autour de l'IoT, et vous retrouverez un bon panorama du Big Data dans ce white paper. Bon, bien sûr, vous avez les pages IoT et Greengrass qui vous donneront plein d'informations et la documentation de ces services. Et récemment, Jeff Barr, notre maître à tous, a posté sur son blog un très bon article avec un exemple d'utilisation de Greengrass de bout en bout, où il utilise une fonction lambda pour publier des données vers un device, avec vraiment toutes les étapes détaillées, chose que j'aurais pas le temps de vous montrer tout à l'heure. Donc si vous voulez vraiment voir Greengrass de manière détaillée, je vous renvoie à ce super article de Jeff. Et puis ensuite, n'hésitez pas à consulter le free tier. Hein. Vous avez vu, vous avez un free tier sur AWS IoT, 250 000 messages par mois. Vous avez 3 devices gratuits sur Greengrass. Donc ça vous permet de prototyper, de tester. Et puis ensuite, c'est à vous de jouer et c'est à vous de découvrir ces services et de commencer à bâtir quelque chose de sympa. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier webinaire. Donc de présentation d'AWS IoT et de Greengrass. J'imagine qu'on a encore on a du temps pour les questions. On n'a pas de temps pour les questions, alors on va garder. J'avais beaucoup de choses à faire. Hugo est désespéré. Donc on va garder les questions pour le deuxième webinaire, on aura plus de temps.